Connectez-vous à euronews.com et sur nos applications pour une couverture exceptionnelle des élections aux États-Unis. Cette semaine sur Euronews. Dubaï, l'une des villes les plus emblématiques au monde. Vous connaissez un pays aussi incroyable ? Des personnalités qui ont contribué à son essor nous confient leurs pensées. C'est une vraie bénédiction d'être ici. C'est une ville de gastronomie. Le monde du sport et du foot aime se retrouver à Dubaï. Les gens sont accueillants, les projets très intéressants. Nous vous racontons leurs histoires dans notre série d'interviews sur Euronews et euronews.com. L'attaque de Nice de ce jeudi vient ajouter un nouvel épisode à la terrible série noire d'attentats à l'arme blanche qui frappe la France depuis 5 ans. Selon un décompte de l'agence France Presse, il y a eu depuis février 2015 17 attaques islamistes de ce type.
La dernière avant Nice, c'était l'assassinat sauvage le 16 octobre dans les Yvelines d'un professeur d'histoire géo, Samuel Paty, par un islamiste tchétchène pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves lors d'un cours sur la liberté d'expression. Un acte qui a entraîné plusieurs manifestations d'enseignants. 3 semaines auparavant, c'était le journal Charlie Hebdo qui était visé par un jeune Pakistanais qui blessa grièvement au hachoir 2 salariés d'une agence de presse située dans le même immeuble que les anciens bureaux du journal satirique. Depuis le procès des attentats de Charlie Hebdo début septembre, l'attaque de Nice est donc la 3e en moins de 2 mois. Dernière journée de service avant le confinement. À Lyon, Frédéric se prépare à fermer son restaurant ce jeudi soir pour la seconde fois de l'année. Avec ces nouvelles mesures qui s'appliquent jusqu'au 1er décembre minimum, une question trotte dans sa tête. Son établissement survivra-t-il à ce 2e tour de vis alors que son chiffre d'affaires a déjà chuté de 40% cette année ? Je sais pas si on voit, mais ma tête, je dors pratiquement plus. Je vais pas dire que je suis sur calmant, mais pas loin. Parce que ma tête fait que réfléchir, savoir se réinventer, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer. Et surtout, sauver les 11 salariés que j'ai dans mon entreprise. Parce que c'est le plus important. Emmanuel Macron l'a concédé mercredi soir. Il n'y a pas d'autre choix que de revenir au confinement alors que les services de réanimation des hôpitaux seront, quoi qu'il arrive, quasiment pleins à craquer à la mi-novembre. Bars, restaurants et autres commerces non essentiels doivent fermer. Mais ce jeudi, à quelques heures du début du confinement, les rues de Lyon étaient encore pleines. Et ils étaient nombreux à faire la queue pour un dernier déjeuner au restaurant. On va pas se revoir pendant 1 mois, du coup on profite quoi. C'est justifié, mais bon, c'est un peu dur, mais c'est justifié. Le couvre-feu, je pense que ça marchait pas vraiment. Ça incitait les gens à faire des soirées chez eux et rester tard le soir, quoi. Si ce 2e confinement assombrit les prochains mois, les Français interrogés disent comprendre la mesure et certains concèdent même avoir une part de responsabilité dans la situation actuelle. C'est le Français de base, on va dire. On est borné, on veut faire ce qu'on veut et puis après, on râle parce qu'on est confiné. Je pense que certains pays ont plus écouté, on va dire, les restrictions et ont évité le maximum de contamination. On est tous responsables, surtout en tant que jeunes. Après 21h, beaucoup se rassemblent. Moi, la première aussi, mais voilà. Donc au final, on se prend tous une claque et tant pis, c'est une sorte de punition. Ce 2e confinement sera néanmoins quelque peu différent. Écoles, collèges et lycées resteront ouverts, tout comme les parcs et les marchés. Concernant les entreprises, le gouvernement souhaite généraliser le télétravail 5 jours sur 5, dans la mesure du possible. L'impact sur la vie sociale est bien sûr dans toutes les têtes, mais ce qui inquiète aussi les Lyonnais, ce sont les conséquences sur l'économie. 1 mois de confinement revient à perdre environ 2 points de PIB. Et le gouvernement français s'est dit prêt à aider les entreprises quoi qu'il en coûte, comme Emmanuel Macron l'avait dit déjà au début de la pandémie de Covid-19, avec un plan de soutien aux entreprises, une aide pouvant atteindre 10 000 € pour les entreprises qui ferment. La prise en charge du chômage partiel va se poursuivre. Un plan qui pourrait coûter au total à l'État plus de 20 milliards d'euros. À Lyon, Guillaume Petit pour Euronews. La stratégie européenne de relance de l'économie est toujours dans l'impasse. Le Parlement européen et le Conseil, l'institution qui représente les États membres, ne parviennent pas à s'entendre sur un compromis. Pour alerter les responsables politiques et les citoyens, l'eurodéputé Pierre Larrouturou s'est lancé dans une grève de la faim. Il réclame plus de moyens dans le budget européen pour répondre aux défis à venir du climat, de la santé ou encore de la recherche. On veut un budget plus important pour éviter une récession. On veut un budget plus important pour aider les hôpitaux dans tous nos pays. On veut un budget plus important pour sauver le climat, isoler les maisons, faire des transports en commun, aider les agriculteurs. Donc il faut plus d'argent. Mais en même temps, on a entendu les gilets jaunes. Les gens en ont marre qu'on les taxe. Donc la solution que défend le Parlement européen, c'est de trouver d'autres ressources. Ça peut être une taxe carbone aux frontières, mais ça peut être surtout une taxe sur la spéculation. Les États membres ont rejeté mercredi la dernière proposition des eurodéputés sur la taille du budget européen à long terme. Malgré les difficultés, le dialogue se poursuit et des avancées sont à noter sur les conditions liées à l'état de droit. Le Parlement veut s'assurer qu'il n'y aura pas de versement d'argent aux pays qui ne respecteraient pas les valeurs fondamentales de l'Union. Nous sommes prêts à un compromis, mais un autre point est clair. Nous ne pouvons pas dépenser l'argent sans respecter des principes fondamentaux
comme la liberté des médias ou l'indépendance de la justice. Ce sont des principes fondamentaux et c'est pourquoi nous avons besoin de ce mécanisme sur l'état de droit, un mécanisme législatif obligatoire dans l'Union européenne. C'est une ligne rouge du Parlement européen. Les États membres ne veulent pas revenir sur le compromis négocié à l'arraché en juillet dernier par les chefs d'État et de gouvernement. Les dirigeants se sont entendus sur un fonds de relance de 750 milliards d'euros. Mais pour devenir réalité, il faut aussi approuver le budget européen à long terme, d'où les négociations en cours. En pleine seconde vague de coronavirus, le temps presse pour les gouvernements. La ville de Nottingham, à l'instar du Royaume-Uni tout entier, se dirige-t-elle vers un nouveau confinement ? Face au coronavirus, elle s'est en tout cas mise en état d'alerte maximale. Les pubs qui ne servent pas de nourriture doivent désormais fermer et la vente d'alcool est interdite après 21h. Mais est-ce bien suffisant ? Ils servent de la nourriture, mais vous donnent toutes les boissons que vous voulez. Je ne crois pas que ça va faire une vraie différence. Ils essaient de garder les chiffres au plus bas, mais dès que les gens vont se retrouver, ça va remonter, à moins qu'on trouve le remède miracle. À quelques heures de route dans la capitale galloise, Cardiff, le confinement a fait son retour. Depuis une semaine, les pubs, les salles de sport et les magasins non essentiels sont fermés. J'ai un peu l'impression, dit cet homme, que Londres utilise le pays de Galles comme un cobaye pour voir si ça marchera dans le reste du pays. C'est aussi ce qu'on a entendu à Manchester, où le maire a estimé que le nord du Royaume-Uni était traité comme le vilain petit canard du pays, ravivant ainsi la vieille division britannique nord-sud. Ici à Londres, les règles les plus sévères, c'est une fermeture à 22h et l'interdiction de se retrouver à plusieurs ménages à l'intérieur. Les dernières études montrent que 100 000 personnes en Angleterre attrapent le Covid chaque jour. Ayant moi-même été dans un pub le week-end dernier, il était clair que les règles n'étaient pas respectées et que plusieurs ménages se retrouvaient à l'intérieur. Les conseillers scientifiques du gouvernement ont averti il y a plus d'un mois qu'un nouveau confinement national était nécessaire. Mais la rhétorique du Premier ministre Boris Johnson montre qu'il s'y oppose avec véhémence. Ces niveaux d'alerte maximale, dit l'opposition, engendre des dommages économiques importants sans que le virus soit suffisamment sous contrôle. Réponse de Boris Johnson, il veut tout mettre sous cloche avec un confinement national total, mais c'est déjà ce qu'il voulait faire la semaine dernière. Alors que la France et l'Allemagne se reconfinent, les Britanniques regardent dans notre direction et se demandent s'ils ne vont pas s'y remettre eux aussi. Pensez-vous que ce ne soit qu'une question de temps avant que nous ne revenions à un confinement total ? J'ai peur que oui, parce que nous ne contrôlons pas suffisamment le nombre de cas. Il continue d'augmenter. Selon le gouvernement, il est trop tôt pour juger de l'impact des restrictions locales. Beaucoup craignent que si un changement de politique s'avère nécessaire, il arrive trop tard pour sauver de nombreuses vies. En cette période de pandémie, la question du maintien des cours s'est posée aux quatre coins de l'Europe. Mais en Italie, la ville de Vasto semble avoir trouvé une solution, l'école sur la plage. Ces élèves écoutent leurs professeurs les pieds dans le sable. L'initiative vient du propriétaire de ces installations, destinées initialement aux vacanciers. En tant qu'entrepreneurs de plage, nous voulions donner quelque chose en retour à notre communauté, alors que tout le monde réfléchissait à la manière de reprendre l'école. En écoutant tous les problèmes auxquels les professeurs étaient confrontés, nous avons décidé d'apporter notre contribution en tant qu'opérateurs touristiques. Être à la plage, c'est tout autre chose. Vous regardez le paysage, le sable qui rentre dans vos chaussures, c'est merveilleux. Même l'air que vous respirez est différent, c'est tellement agréable. La plage offre de la place, les tables peuvent être espacées, ce qui n'était pas forcément le cas dans certaines classes exiguës. Ici, une installation sur pilotis accueille d'autres élèves. Cette situation nous a certainement incité à aborder l'éducation d'une manière différente. Nous enseignons d'une manière qui n'avait jamais été explorée auparavant. Cependant, cela ne doit pas être considéré comme une solution temporaire ou improvisée, mais plutôt comme une opportunité de construire un nouveau modèle d'éducation.
des élections aux États-Unis dans une perspective européenne en live tout au long de la nuit de mardi sur Euronews et euronews.com. À suivre sur Euronews. Mateus Weba da Silva, un scientifique originaire de l'Angola, se fait un nom dans le monde de l'ADN. Nous sommes en Irlande du Nord pour le rencontrer. C'est ici qu'il mène ses recherches. Rendez-vous dans Global Angola dans un instant sur Euronews. Ce vendredi sur Euronews. Unreported Europe explore l'Union européenne dans toutes ses dimensions. Travailleurs, entrepreneurs, agriculteurs, réfugiés, femmes et hommes. Rencontrez ceux qui la font vivre au quotidien. Découvrez l'Europe et les Européens sans phare ni filtre. Unreported Europe, ce vendredi sur Euronews et euronews.com. Bonjour et bienvenue dans Global Angola, une nouvelle série d'émissions qui mettent à l'honneur des Angolais impliqués dans des projets qui ont un impact international. Dans cette édition, nous sommes en Irlande du Nord pour rencontrer un scientifique originaire de Luanda qui se fait un nom dans le domaine de l'ADN. Né en Angola en 1965, Mateus Weba da Silva est marié et père de 2 enfants, dont Rian, 17 ans, qui l'accompagne ce jour-là. Ce chercheur vit et travaille à environ 1 heure de Belfast, à des milliers de kilomètres de la capitale angolaise, où son parcours professionnel a débuté par un cursus universitaire de 5 ans en Chine. Une époque qui lui rappelle de bons souvenirs. On avait une bibliothèque qui était vraiment bien fournie, j'y passais le plus clair de mon temps et on avait aussi de nombreuses opportunités de faire du travail pratique. À l'époque, en Angola, les cours étaient fantastiques en termes d'acquisition de compétences. J'ai saisi toutes les chances que j'avais de m'orienter vers la science et c'est ce que j'ai fait. Mateus Weba da Silva a su dès l'enfance qu'il voulait devenir scientifique. Avant de s'installer en Irlande du Nord, il a obtenu son doctorat en Angleterre et a travaillé aux États-Unis et en Suède. Son fils, Rian, aime lui aussi la science, mais il envisage un autre champ d'études. Je suis sûr de vouloir travailler dans le secteur de l'informatique parce que pour moi, il a un grand potentiel et il offre un grand nombre d'emplois, donc ça m'intéresse. Aujourd'hui, ce scientifique lauréat de plusieurs prix travaille au sein de l'université d'Ulster. Il y dirige des études sur la formation de l'ADN, autrement dit les blocs de construction de la vie. Bienvenue à l'université d'Ulster, c'est l'un des laboratoires où je mène mes recherches sur l'ADN. L'ADN est le répertoire de l'information génétique. Donc pour nous reproduire la biologie, nous devons stocker cette information. L'ADN le fait en réunissant une séquence de blocs de construction qui s'assemblent tout seuls. Et comprendre comment cela se passe, la manière dont cela se fait, c'est important pour savoir comment les organismes vivants fonctionnent, mais aussi comment les maladies surviennent et comment nous pouvons interagir avec elles. Et cette interaction passe par la création de dispositifs réalisés en matériel génétique qui, une fois dans le corps humain, peuvent récupérer de l'information à destination de l'extérieur. Cela s'appelle la nanotechnologie ADN, un domaine qui suscite un grand intérêt à travers le monde. Il existe des pistes ambitieuses comme celle de transmettre de l'information directement au cerveau grâce à un système Wi-Fi par exemple. Tout cela reste encore un peu de la science-fiction, mais dans mon laboratoire, nous sommes par exemple en train de structurer l'ADN de manière à ce qu'il puisse être envoyé dans les cellules pour y produire des protéines intéressantes, y produire des substances thérapeutiques comme de l'insuline et des produits de cette nature. Mateus Weba da Silva a supervisé l'installation de cette machine au sein de l'université. Un aimant géant et des fréquences radio permettent d'analyser les échantillons d'ADN. Ce qui permet de mettre en évidence leurs blocs de construction et la manière dont ils se déplacent et dont ils fonctionnent, et ainsi d'aider les scientifiques à reproduire la nature.
Ces recherches sont passionnantes. Quand on regarde différents domaines en lien avec les nanotechnologies ADN, une meilleure compréhension de la manière dont on peut structurer les choses avec l'ADN nous permet d'utiliser ces expériences et ces connaissances pour un certain nombre de choses qui apparaissent aujourd'hui. Donc il y a un nombre infini de possibilités qui émergent actuellement et dont les gens vont avoir connaissance. Pour ce chercheur angolais, tenter de résoudre les mystères de la vie est sa plus grande motivation. Et il n'est pas prêt de renoncer. J'ai le sentiment d'être au milieu de ce que je pourrais considérer comme ma carrière et il y a encore tellement de choses que j'aimerais explorer. Quelle que soit la piste qui s'offre à moi, je serai prêt à la suivre, évidemment. C'est la fin de cette émission. La bataille des tests, elle est très importante. Vous savez que les régions étaient en première ligne sur la bataille des masques l'année dernière. Aujourd'hui, c'est la bataille des tests que nous devons remporter. Pourquoi ? Parce que si on arrive à tester en temps réel, extrêmement rapidement, à ce moment-là, on pourra maintenir l'activité et l'enseignement. Or, ce nouveau confinement ne peut pas être le même que le premier. On doit maintenir l'activité économique au maximum. On doit maintenir l'enseignement au maximum. C'est pour ça que la région va se mobiliser sur deux aspects des tests. D'abord, former des préleveurs. Vous savez que le goulet d'étranglement pour faire des tests massivement, c'est de savoir prélever. Donc, nous allons former avec l'accord de l'ARS des secouristes pour pouvoir prélever. Et puis, nous allons déployer, acheter, diffuser des tests minutes qui viennent il y a quelques jours. Les tests antigéniques qui viennent il y a quelques jours d'être validés enfin par les autorités sanitaires. Nous allons les déployer dans autour des 50 plus grandes gares d'Île-de-France. Nous allons les déployer aussi dans le rural. D'ores et déjà, la région a testé, a mis des bus de tests dans plus de 100 villes. Donc nous allons aujourd'hui, nous les avons fait circuler dans plus de 100 villes. Nous allons continuer à faire circuler ces bus, notamment en milieu rural. Et puis, je souhaiterais distribuer 100 000 tests antigéniques dans les lycées pour permettre aux enseignants, aux agents, mais aussi aux élèves sur autorisation des parents, de se faire tester en temps réel. Et enfin, une grande opération devrait être menée pour les sans-abri, notamment les sans-abri Deux téléphones et l'arme du crime. Le président Emmanuel Macron, qui s'est rapidement rendu sur place, a dénoncé une attaque terroriste islamiste et appelé à l'unité. En France, il n'y a qu'une communauté. C'est la communauté nationale. Et je veux dire à tous nos concitoyens, quelle que soit leur religion, qu'ils croient d'ailleurs ou qu'ils ne croient pas, que nous devons dans ces moments nous unir et ne rien céder à l'esprit de division. Alors qu'Emmanuel Macron parlait d'unité nationale face à la menace terroriste, les habitants de Nice, notamment les catholiques, ont évoqué leur colère et ont dit espérer que le gouvernement fasse davantage pour les protéger. Ma première réaction, c'est la colère quand même, parce que je me dis, quand on sait qu'il va y avoir un drame, il vaut mieux essayer d'empêcher le drame plutôt que de discuter après sur le drame qu'il va y avoir. Je veux dire, voilà. Ça faisait quelques jours qu'on savait qu'il y avait des risques d'attentats à cause de la France, à cause d'Erdogan, à cause d'Al-Qaïda qui avait lancé une fatwa sur la France. Il faut peut-être arrêter de croire naïvement que tout le monde est gentil, c'est pas vrai. Plusieurs pays dont la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont fermement condamné l'attaque. La Tunisie a pour sa part exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple français. Cet attentat de Nice survient près de 2 semaines après l'assassinat d'un professeur de collège français pris pour cible après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet pendant un cours sur la liberté d'expression. Sa décapitation par un islamiste russe tchétchène de 18 ans avait choqué le pays. Le plan Vigipirate est un dispositif de lutte contre le terrorisme. Il a été déclenché pour la première fois en 1991, après la première guerre du Golfe. Par la suite, il a été plusieurs fois modifié, notamment après les attentats de janvier 2015 à Paris. Des militaires sont ainsi associés à la sécurisation du territoire. Ils participent à l'opération Sentinelle, qui vient donc en complément de Vigipirate. Pendant plusieurs années, ce plan Vigipirate comportait un code couleur de blanc à rouge écarlate correspondant aux différents niveaux d'alerte. Fin 2016, le gouvernement a opté pour 3 niveaux d'alerte. Le plus bas, niveau de vigilance. Le niveau sécurité renforcée en cas de menace terroriste très élevé. Et enfin,
le plus élevé, le niveau urgence attentat. Il est adopté à la suite immédiate d'un attentat. Cela avait déjà été appliqué en décembre 2018 après l'attaque sur le marché de Noël de Strasbourg. Le Premier ministre vient donc de le décréter après l'attentat de Nice. Concrètement, cela se traduit par des effectifs supplémentaires de surveillance. Le président Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé le passage de 3 000 à 7 000 militaires pour l'opération Sentinelle. Cela permet des contrôles plus fréquents, notamment aux frontières ou près des sites sensibles. Le président français a insisté ce jeudi sur les lieux de culte et les écoles, l'idée étant d'empêcher la survenue d'un nouvel attentat. Dernière précision, ce niveau d'alerte est censé s'appliquer pour une durée limitée qui n'a pas encore été précisée par l'exécutif français. Plus de 700 km de bouchons en Île-de-France, du jamais vu. Les automobilistes de la région parisienne ont explosé les précédents records enregistrés à quelques heures de l'entrée en vigueur du nouveau confinement jeudi soir. Ruée vers les centres commerciaux ou exode pour d'autres, des phénomènes observés dans plusieurs métropoles. Des records ont aussi été battus à Lyon par exemple. Dans le même temps, des manifestations se sont déroulées dans certaines villes comme Toulouse ou ici Paris contre le confinement. Le cortège parisien, composé de 200 personnes environ, s'est réuni de manière spontanée, sans signe distinctif. Mais moi, ta putain d'amende historique! Des faits de vandalisme et quelques tirs de gaz lacrymogène de la police ont émaillé le cortège. Ouais, on est là pour contester évidemment le confinement qui a été proclamé par le président en dépit du bon sens, de toute réalité épidémique. On ne peut pas être confiné et en fait on en a marre des couvre-feux, tout ça. Après on comprend bien, c'est pour la maladie quoi, mais bon, faut pas abuser. Les manifestants se sont dispersés autour de 21h au début du couvre-feu. L'Europe s'arrête à nouveau. Les gouvernements ne parviennent pas à trouver la formule pour enrayer la seconde vague de coronavirus. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se retrouvent ce jeudi pour un sommet virtuel afin d'établir des réponses communes face à l'urgence sanitaire. Chaque jour compte. Il est extrêmement urgent d'améliorer l'efficacité de notre réponse à la pandémie. L'Union européenne veut aussi coordonner ses stratégies en matière de tests. Jusqu'ici, nous avions uniquement ces fameux tests PCR, qui sont des tests qui mettent plusieurs heures avant qu'on puisse obtenir les résultats. Les tests rapides peuvent changer la donne, peuvent changer notre stratégie, et c'est pour ça que nous devons coopérer sur l'homologation des tests rapides, organiser leur reconnaissance mutuelle. Ça pourrait d'ailleurs nous aider à réinstaurer de la libre circulation des personnes si ces tests rapides peuvent se déployer de manière efficace. Le président du Conseil européen souhaite que les 27 s'accordent sur un plan de vaccination et sur les personnes prioritaires qui bénéficieront des premières doses lorsqu'elles seront disponibles. Selon la Commission européenne, il faudra attendre 2022 pour obtenir des quantités suffisantes pour l'ensemble de la population de l'Union. L'objectif de ces réunions plus fréquentes entre dirigeants est d'éviter la cacophonie observée lors de la première vague. Il s'agit aussi de limiter au mieux les conséquences de la pandémie dans l'ensemble des États membres. Cette fois, c'est la chute. Jeremy Corbyn a été suspendu du Parti travailliste, accusé par un rapport d'avoir manqué de volonté pour lutter contre l'antisémitisme. 공공의 장소에서 공공의 안전이 보장된 상태에서 나의 신앙을 생활하는 것이 중요하다고 본 거죠. 예. 그런데 이런 상황에서 공공의 안전 상당히 복잡한 상황입니다. 예. 저희가 지금 화면으로 2015년 이후에 있었던 프랑스 주요 테러 일지를 보여드리고 있는데 지금 2015년에서 2020년까지 대략적으로 는다는 게 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 사실 프랑스가 많은 부분에서 난민도 받아들였고 물론 혹자 어떤 분들은 그런 말씀을 하시긴 해요. 프랑스가 그동안 북아프리카 무슬림 지역을 식민지 지배했기 때문에 그 원죄가 있다라고 얘기하는데요. 그건 좀 너무 비약하는 게 아닌가. 예. 물론 과거에 프랑스가 잘못한 건 많이 있고요. 현재도 프랑스가 개입해서 잘못한 거 있는데 그 죄를 왜 아무런 죄가 없는 무고한 사람들이 져야 되는가. 예. 이거에 대해서는 다시 한번 생각을 해봐야 됩니다. 네. 이런 가운데 마크롱 프랑스 대통령이 이제 강경 대응 방침을 밝히면서 이슬람 국가들도 막 반발을 하고 있더라고요. 네. 마크롱 대통령이 어떤 입장을 밝혔습니까? 사실 이제 마크롱 대통령이 이번 사건과 상관없이요. 10월 2일 날 프랑스가 안전하지 못하다고 하면서
특히 그 이슬람 극단주의자들에 대해서 얘기를 했어요. 예. 그래서 제가 정확하게 그 문구를 번역을 하면 네. 급진적인 형태의 믿음과 욕망 그리고 타인을 파괴하는 지하드를 열정적으로 원하기 때문에 그러한 극단적인 신앙 형태 때문에 이슬람이 곳곳에서 위기를 맞고 있다고 얘기를 했습니다. 극단주의자들에 대한 경고군요. 그렇죠. 극단주의자. 그리고 프랑스 내에 그러한 극단주의자가 있다. 그래서 우리 극단주의자들이 자꾸만 프랑스의 가치를 무시하고 자신들의 그 공간을 만들려고 하는 거 그거를 막겠다라고 그랬거든요. 분리주의를 막겠다고 그랬습니다. 그런데 이 마크롱 대통령의 이 말에서 다른 건 다 빠져버리고 이슬람이 위기를 맞고 있다. 이슬람이 모든 것에 문제다라는 식으로 비화가 돼가지고 무슬림 세계에서 그렇게 알려져서 지금 프랑스 제품 뭐 불매운동, 마크롱을 악마화시키는 그러한 것들이 지금 일어나고 있는 거죠. 마크롱 대통령은 극단주의자에 대한 경고를 한 건데 지금 이게 이슬람 종교 전체에 대한 모욕으로 여겨져서 중동에서 굉장히 지금 심하게 반발하고 있다는 거죠. 그렇죠. 거기다가 이제 10월 28일 날에는 그 샤를리 앱도라고 만평으로 굉장히 유명한 그 아주 그 좀 보기에도 좀 불편한 만평을 많이 하는데 여기서 또 이제 그 에르도안 터키 대통령을 또 풍자를 했어요. 이 사람이 공적인 생활에서는 굉장히 신실한 종교인처럼 생활을 하지만 사적인 생활 보면은 굉장히 음란하고 뭐 이렇게 좀 웃긴다 하면서 뭐 여성의 엉덩이를 들추는 그러한 술을 마시면서 그런 그림을 냈거든요. 그러니까 이제 또 이게 그 무슬림들 특히 이제 터키 쪽에서는 또 강력한 반발을 불러일으키고 있고요. 전반적으로 지금 프랑스가 공격을 받고 있는 형국입니다. 지금 터키를 비롯해서 중동 국가들 프랑스 제품 불매 운동하고 있고요. 또 막 시위도 있더라고요. 마크롱 대통령 사진도 불태우고요. 어느 정도 지금 반발하고 있습니다. 예를 들면 이란 같은 경우에는 그 대중적인 신문에서 거의 많은 신문들이 마크롱 대통령을 악마화하는 걸 얘기를 하고 있고요. 신발을 막 집어 던지고 얼굴에다가 신발 자국 내고 있고, 그다음에 모 신문에서는 이제 파리의 사탄이다라고 이렇게 마크롱 대통령을 그렇게 초상도 그리고 있고, 뭐 이건 단지 이란뿐만 아니라 거의 모든 국가들에서 지금 이러한 반발이 일어나고 있습니다. 프랑스에서는 뭐 위험 인물에 대한 좀 추방도 추진을 하고 있는 것으로 알고 있고, 사실 난민 정책이 유럽에서는 상당히 개방적이지 않습니까? 유럽에서 어떻게 난민 정책을 펼치고 있고 이런 사건들을 좀 방지하기 위해서는 어떤 점들이 필요할까요? 이게 사실 굉장히 지금 유럽으로서는 고민스러울 건데요. 현재 지금 유럽에 있는 무슬림 인구 한 5% 정도 된다고 보거든요. 그런데 이제 단순하게 인구 증가율만 보면 2050년에 난민을 받지 않고 그 이민을 받지 않아도 이게 거의 10%까지 올라갑니다. 그리고 각 나라들마다 무슬림들을 어떻게 자국의 생활에 맞게 만드느냐를 굉장히 고민하고 있는데 프랑스가 지금 고민하고 있는 게 바로 그 부분입니다. 프랑스식 이슬람, 프랑스의 삶을 이해할 수 있는 무슬림들을 만들어 간다라는 게 지금 프랑스의 그 목표고요. 마크롱 대통령이 지금 그거를 추진하려고 하고 있습니다. 특별히 지금 어린 아이들 중에서 학교를 안 하고 홈스쿨 하는 학생들이 지금 많이 늘어나고 있거든요. 이제 그것도 지금 막겠다. 그래서 강력한 공교육을 통해 가지고 프랑스 시민으로 길러내는 교육을 하겠다고 그러는데 지금 프랑스의 고민이 그 어떤 나라보다 좀 크고 있습니다. 이런 테러가 다시는 일어나지 않도록 하기 위해서는 이제 유럽 국가들, 뭐 프랑스로부터 유럽 국가들 그리고 또 중동 국가들 서로 좀 자제할 필요가 있을 것 같은데 지도자들의 역할이 중요할 것 같아요. 네, 그렇죠. 지도자들 특히 뭐 최근에 마티르 그 말레이시아 총리 같은 경우에는 뭐 개인적으로는 그 극단주의를 반대하고 잘못된 것이지만 뭐 프랑스 사람의 뭐 목숨을 앗는 것은 뭐 그 무슬림의 자격이 있다 뭐 이런 식으로 얘기를 했거든요. 그런 걸 올렸다가 삭제했다고 하더라고요. 네네, 굉장히 그리고 바로 그런데 이미 뭐 프랑스 신문에 다 나왔고요. 퍼졌죠. 아마도 이게 지금 가장 현명하게 대처한 사람이 아마 이란의 외무장관인 자리프 외무장관일 것 같습니다. 극단주의에 반대하고 어떤 형태의 극단주의에 반대한다고 정확하게 선을 걷거든요. 그러니까 그 좀 상황을 정확하게 파악을 해서요. 극단주의가 절대 자리를 못 붙이도록 무슬림들 스스로가 먼저 이 사람들을 사회에서 교육을 시켜야 됩니다. 그게 되지 않는다면은 이거는 뭐 무슬림 국가뿐만 아니라 전 세계에 위험이 될 거고요. 사실 모로코 같은 경우에도 극단주의 형태의 이슬람을 모로코에서 몰아내기 위해서 모로코에서 모로코식의 이슬람을 만들겠다 하면서 모로코식의 무슬림 교육을 시키고 있거든요. 각 나라들마다 이게 사실은 이게 프랑스만의 고민은 아니고요. 유럽 국가뿐만 아니라 중동 국가들의 무슬림 국가들도 역시 이 극단주의가 가장 위험한 삶 속에 가장 위험한 정치적인 도전이면서 사회 문화적인 도전입니다. 알겠습니다. 지금까지 프랑스에서 일어난 사건 관련해서 박현도 명지대 중동문제연구소 교수와 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.